Hong Kong, octobre 2019. La mobilisation contre la loi d'extradition fait rage. Mobilisation ayant à ce jour fait au moins 6 morts et près de 7000 arrestations. Mais, alors que tous les regards occidentaux se sont soudain tournés dans le courant 2019 vers l'ancienne colonie britannique, de nombreuses interrogations sont alors apparues. Qu'est-ce que ce territoire et pourquoi est-il en ébullition ? Nous avons été demandés à Victor Louzon, maître de conférence à Sorbonne Université et expert de la Chine contemporaine, de nous éclairer. Parce que Hong Kong, c'est plusieurs choses. C'est une île, l'île de Hong Kong stricto sensu, une péninsule qui lui fait face qui s'appelle Kowloon, et ensuite derrière Kowloon, des choses qu'on appelle les nouveaux territoires, qui sont en fait la continuation géographique de Kowloon. Et derrière les nouveaux territoires, il y a simplement la province du Guangdong, qui est une province chinoise de plein droit. L'île de Hong Kong avait été saisie presque comme butin de guerre en fait par les Britanniques à la suite de la première guerre de l'opium, donc lors du traité de Nankin en 1842, et progressivement ils y avaient adjoint, notamment à la fin du XIXe siècle, les parties continentales. Et du coup, par Hong Kong, en fait, on désigne cet ensemble de territoires qui ont été acquis à des périodes différentes. Et ces territoires-là ont été rétrocédés à la République populaire de Chine en 1997. Mais simplement, les négociations, elles ont commencé bien en amont. C'est-à-dire que ça n'a pas été quelque chose qui s'est fait par surprise. C'est des négociations qui ont commencé dans les années 80, dans la Chine de Deng Xiaoping, c'est la Chine disons post-maoïste, quoi. Et puis l'Angleterre de Margaret Thatcher, en fait. Ces négociations aboutirent à la signature d'une déclaration conjointe, annonçant que Hong Kong garderait un haut niveau d'autonomie. Cela fut d'ailleurs inscrit dans la loi constitutionnelle hongkongaise, la Basic Law, disposant la région administrative spéciale de Hong Kong est une région de la République populaire de Chine et jouira d'un haut degré d'autonomie. Ce haut niveau d'autonomie, parfois vous le verrez dans la presse sous l'expression un pays, deux systèmes. C'est un tout petit peu, parler de haut niveau d'autonomie est un petit peu plus rigoureux dans la mesure où ce qui était entendu dans les années 80 par un pays, deux systèmes, c'était pas démocratie et dictature, c'était communisme et capitalisme. Genre, c'est encore à l'époque où l'idée d'une Chine communiste avait un sens au moins pour les dirigeants communistes chinois. Le compromis sur Hong Kong, on va dire un pays, deux systèmes pour aller vite, avait en fait à l'origine été conçu, été pensé pour Taïwan. Et que il s'agissait aussi de montrer aux Taïwanais qu'ils n'avaient rien à craindre à revenir dans le giron. Enfin, à revenir. Ils n'ont jamais été dans la République populaire de Chine, mais à être incorporés à la République populaire de Chine. La ville de Hong Kong et son centre d'affaires international connut cependant une série de crispations dans le début des années 2000. Cependant, ces crispations changèrent drastiquement d'échelle en 2014. Ces séries de crispations, qui émaillèrent le début des années 2000 à Hong Kong, peuvent cependant s'expliquer par une série de facteurs. Il faut déjà dire qu'il y a un passage de génération à Hong Kong, c'est-à-dire que la génération des Hongkongais, qui étaient pour beaucoup des réfugiés du continent chinois, qui fuyaient le régime communiste. Du coup, ça explique aussi un peu enfin, pas tous, mais pour beaucoup, ça explique la nature du rapport un peu bizarre au régime. Mais néanmoins, il y avait disons, les générations de Hongkongais qui ont vu les préparations de la rétrocession, et puis les années 90, mais surtout les préparations de la rétrocession dans les années 80, d'une part, étaient contents de sortir de la situation coloniale, et puis d'autre part, et ça c'est très important, c'est qu'il faut bien se remettre dans l'ambiance des années 90. Dans les années 90, il y a des gens qui pensent que la Chine va ou peut se démocratiser ou se libéraliser. Et c'est pour ça que Tiananmen en 89 est un événement aussi important à Hong Kong. C'est qu'en fait, on comprend à Hong Kong en 89 que le retour à la Chine qui est déjà planifié, puisque l'accord il est signé en 84, je crois, en 97, le retour à la Chine planifié pour 97 ne sera pas un retour dans une Chine qui est en voie de démocratisation, mais au contraire dans une Chine qui a barré la route à ça complètement. Et donc il y a un truc qui se passe autour de 89 à Hong Kong, mais il n'empêche que la perspective de ces générations-là, les générations qui sont politiquement actives dans les années 80-90, est une perspective qu'on peut appeler chinoise ou pan-chinoise. C'est-à-dire qu'ils s'inquiètent du devenir politique de la Chine et de Hong Kong dans la Chine. Ce qui se passe dans les années 90-2000, c'est que naissent et grandissent plutôt des cohortes ou des générations de personnes pour qui la fin de la tutelle britannique n'est pas un horizon de libération, puisqu'ils ne l'ont jamais connu, ou alors ils ne l'ont connu qu'enfant, qui n'ont connu que la souveraineté chinoise
et que, en quelque sorte, le décalage entre le mode de vie et la culture politique hongkongaise d'un côté, beaucoup plus libérale, et la culture politique, le régime politique, et dans une certaine mesure d'ailleurs la culture politique chinoise continentale de l'autre, beaucoup plus répressive. Et donc il y a un décalage générationnel, avec des gens qui n'ont jamais vécu dans le rêve de la décolonisation, de la réunification nationale et de la libération. Émerge dans les années 2010, au moins, une sorte d'impatience à Hong Kong sur la désignation des dirigeants. Parce qu'en gros, le système actuel en vigueur à Hong Kong est un peu compliqué, mais ce qu'on appelle le chef de l'exécutif à Hong Kong, ce qu'on appelle le chief executive en anglais, est désigné par un collège électoral, qui est un collège électoral qui est en grande partie une représentation corporatiste, c'est-à-dire c'est des corporations qui sont représentées, parce qu'une partie sont des représentants directs du peuple, et élus directement, et toute une partie du collège électoral, en fait, est représentée par des corporations. Et en gros, ce qui s'est passé en 2014, c'est que l'Assemblée nationale populaire, c'est une sorte du Parti communiste, s'est mise à concocter un projet de loi. Simplement, ce que ce projet de loi disait en substance, c'est que désormais, il serait désigné au suffrage universel, mais parmi une liste de candidats présélectionnés par le collège électoral actuel. Et du coup, il y a eu des moments de protestation énormes, qu'on appelle le mouvement des parapluies, contre cette loi qui était en fait une sorte de démocratie truquée, qui du coup n'est pas passée. En 2014, tout un tas de figures d'activistes, dont on connaît encore Agnès Chao, Joshua Wong aujourd'hui, qui vraiment font leurs dents. Ils étaient encore très jeunes l'année dernière quand ça a pété. Et ça a pété cette année sur autre chose, alors qui est l'indépendance de la justice. Là, ce qui s'est passé en 2019, ça a été autre chose, parce que le projet de loi qui était en préparation était un projet de loi sur l'extradition, préparait en fait une loi d'extradition des criminels potentiels, des criminels hongkongais sur le continent, ce qui était perçu, à raison, comme un danger d'érosion de l'indépendance de la justice à Hong Kong. La Carrie Lam, la chief executive, qui est aux ordres de Pékin, je veux dire, elle sert Pékin, a fini par reculer, mais on s'est bien dit qu'en fait il reculait pour mieux sauter, ça c'était très net. Et puis il y a un dernier élément, c'est l'intransigeance chinoise de plus en plus forte, qui est d'ailleurs une intransigeance aux marges qui est multidimensionnelle. Je veux dire, on la voit très bien au Xinjiang, au Tibet on n'en parle pas, mais ça s'est durci c'est redurci il y a quelques années aussi. Ils sont de plus en plus, ils montrent les dents de plus en plus avec Taïwan. Voilà. On tient les marges. Et puis il y a un élément et c'est très très important pour comprendre les deux, et la crise, c'est qu'il y a un élément international. C'est que Hong Kong, je l'avais dit, servait de sas en quelque sorte entre tout un milieu, notamment des milieux d'affaires, mais pas seulement, pour des journalistes aussi par exemple, étrangers notamment anglophones, notamment américains, et la Chine populaire. Et avec la dégradation très très forte des relations, et spectaculaire, entre la Chine et les États-Unis, ça devient quelque chose de beaucoup plus sacrifiable qu'avant.